Salut, c'est Pauline Rappi-Ferniaud, je suis votre candidate pour les élections législatives 2022 à Boulogne-Billancourt. Pendant la campagne, on déplace un canapé un peu partout dans Boulogne et quand on invite des stars sur ce canapé, on essaye d'en enregistrer un podcast pour que vous puissiez réécouter les échanges après. Aujourd'hui, sur le canapé, on avait Caroline Rose, eurodéputée écologiste très engagée sur la cause animale et qui nous a parlé de ce qu'on pouvait faire au niveau européen et au niveau national sur ces sujets. Avec nous autour du canapé, il y avait André de Antidote Europe, Pauline de l'Association végétarienne de France, Milton de Convergence Animaux Politiques et Amandine pour Paris Animaux Zoopolis. Donc je suis Amandine Sambissens, cofondatrice de l'association PAZ, Paris Animaux Zoopolis. Donc on défend les intérêts des animaux. Donc dans le cadre des législatives, en fait, on fait des propositions à tous les candidates et candidats et c'est orienté sur 3 axes. Donc le premier axe, c'est amorcer la sortie de la captivité animale, donc toute forme de captivité animale. Le deuxième axe, c'est réformer la pêche de loisirs, puisqu'on a tendance à l'oublier, mais les poissons souffrent énormément pour notre divertissement, pour notre loisir à travers la pêche. Donc on a des séries de mesures sur ces axes. Et le troisième axe, c'est créer une nouvelle ère avec les animaux liminaires, c'est-à-dire tous les animaux qui vivent dans l'espace urbain en liberté et qu'on a tendance à oublier, qui sont souvent méprisés, voire tués, comme les pigeons, les rats, les lapins, etc. Et nous, on souhaite vraiment amorcer une réflexion pour construire, planifier une cohabitation pacifique avec tous ces animaux-là. Donc on a une série de propositions là-dessus. Je tiens déjà à remercier le suppléant de Sandrine Rousseau parce qu'on a eu l'engagement de Sandrine Rousseau aujourd'hui et aussi Caroline Rose parce qu'on a signé une tribune ensemble pour interdire l'élevage de pieuvres dans l'Union européenne, qui est une pratique qui n'est pas encore... qui va voir le jour, mais qui serait le premier élevage au monde et qu'il faut vraiment y mettre un terme. Donc voilà, et donc nous, ce qu'on attend des candidates et candidats, c'est des engagements fermes, des engagements ambitieux et de fixer un cap en fait, parce que l'idée, c'est dès aujourd'hui de dire vers où on veut aller et après de se donner les moyens pour y aller. Donc on est vraiment sur ces 3 grands chantiers principalement. Merci encore pour l'invitation. Du coup, bonjour à tous, je suis Pauline Abella, je suis chargée de plaidoyer et de levée de fonds à l'Association végétarienne de France. Donc l'AVF existe depuis plus de 20 ans maintenant et elle compte environ 4000 adhérents. Et donc notre axe principal, c'est de promouvoir le VG en France et accompagner la transition collective et individuelle vers une alimentation plus saine et végétale. Donc notre plus grand combat est la restauration collective, instaurer de nombreuses options végétariennes pour les végétariens et flexitariens. Donc pas mal de choses ont déjà été faites avec la loi Egalim et la loi Climat et Résilience, donc on s'en félicite et on remercie du coup les parlementaires d'avoir poussé dans ce sens. Mais on aimerait aller encore plus loin avec une option VG quotidienne pour les cantines publiques et également privées. Défendre un peu plus les droits des végétariens qui se sentent parfois un petit peu exclus ou pointés du doigt, donc essayer d'avancer aussi sur ces choses-là. Et depuis peu, on milite également pour la réduction du cheptel en France. Alors c'est un sujet encore un petit peu tabou, un petit peu compliqué, on le sait, mais qui pour nous est primordial, notamment pour respecter les engagements de Paris, la stratégie bas carbone qui est mise en place, mais également pour le bien-être animal. Mais voilà, je pense qu'il faut agir dès maintenant sur ce sujet-là parce que les solutions technologiques comme des masques pour les ruminants, etc., c'est bien, mais ça a ses limites et je pense qu'on devrait vraiment œuvrer pour avoir des alternatives pour une résilience agricole et alimentaire plus saine et plus durable. Voilà. Bonsoir à toutes et à tous. Excusez mon accent belge. Merci pour l'invitation. Donc, je m'appelle André Ménage, je suis vétérinaire. Je représente aujourd'hui Antidote Europe, une association créée par des anciens chercheurs du CNRS, œuvrant pour une meilleure santé en matière de prévention, santé humaine en matière de prévention. Et donc, nous sommes évidemment contre l'expérimentation animale. Je suis venu aujourd'hui d'abord pour féliciter tous ceux qui sont engagés dans cette œuvre pour la condition du bien-être animal, mais également pour tout simplement vous proposer mon soutien en tant que scientifique. Ça fait 45 ans que je milite contre l'expérimentation animale. Je connais pas mal d'astuces de l'industrie pharmaceutique et l'industrie chimique et je suis là vraiment pour vous donner mon appui. Voilà, je suis gratuit, alors utilisez-moi. Merci beaucoup. Alors moi c'est Milton Federici, je suis responsable des affaires publiques à Convergence Animaux Politiques. Donc c'est une association de plaidoyer
en faveur de la cause animale. On représente 22 ONG de protection animale auprès des parlementaires, donc députés, sénateurs. Et on porte leurs demandes pour essayer d'aboutir à des propositions de loi, des dépôts de propositions de loi, des adoptions de loi, pour changer la loi en faveur de la protection animale. Donc on agit sur tous les sujets de la cause animale, donc que ce soit l'élevage, les animaux de compagnie, les animaux sauvages, les animaux détenus en captivité, l'expérimentation animale aussi. Et voilà, donc on rencontre les parlementaires, on rencontre les membres du gouvernement aussi. Et voilà, donc notre champ d'action, c'est principalement le politique. Et donc on attend des parlementaires et des candidats aussi à la députation de s'engager en faveur de la cause animale, et puis une fois engagés aussi de réaliser des actions une fois élus. Voilà. Et donc je remercie aussi Sarah, donc, qui est de la commission animale Europe Écologie Les Verts et qui est mon allié numéro 1 sur ce sujet-là à Boulogne. Du coup, Caroline, je te laisse à la fois te présenter, et je pense que moi j'ai aussi des questions sur quelles sont les différentes choses qui peuvent se faire au niveau européen, au niveau national, comment ça peut s'articuler, et comment on peut aussi, parce que nous les écologistes aujourd'hui, on n'a aucun député au niveau national. Enfin, on avait plus ou moins Delphine Batho dans le pôle européen, Cédric Villani, mais Europe Écologie Les Verts n'a pas de député. La NUP a les candidats sortants insoumis et socialistes. Mais en fait, qu'est-ce qui va changer quand on aura des députés écologistes qui portent quand même depuis longtemps cette question de la condition animale, et comment on pourra travailler ensemble et changer le rapport de force, même si on n'est pas majoritaire comme on a prévu de l'être à ce moment-là. Merci. Moi, c'est Caroline Rose. J'ai une particularité, c'est que je suis belge, mais élue pour la délégation française. Donc, c'est pour ça, c'est pas un souci, l'accent belge. Je suis dans plusieurs commissions au sein du Parlement européen. Donc, je suis dans la commission pêche, la commission développement, pour faire un lien avec les accords de pêche et les pays en développement, parce qu'on signe des accords de pêche, mais je vous expliquerai pourquoi ça fait sens. Je suis dans la commission développement régional sur les fonds européens, et j'ai été dans la commission d'enquête sur le transport des animaux vivants. On a passé 1 an et demi d'enquête, d'audition avec des experts, des routiers, des vétérinaires, pour voir un petit peu ce qui se passait sur le terrain en termes d'élevage et de transport, et découvrir l'aberration de l'élevage industriel, parce que pour moi c'est une aberration. Un exemple, je commence par la commission d'enquête sur le transport des animaux. Alors un exemple pour moi qui est une aberration, c'est une vache qui naît en France. On la transporte par camion et on l'emmène en Espagne dans une ferme d'engraissement. Une fois que la vache est engraissée, on la retransporte sur un camion, et ensuite on va la transporter sur un bateau pendant 3 semaines, 1 mois, pour aller en pays hors de l'Union européenne. Donc pour moi, l'aberration, c'est déjà l'exportation d'animaux vivants. C'est une aberration. On a demandé l'interdiction de l'exportation des animaux vivants en dehors de l'Union européenne. Plutôt privilégier le transport de viande ou de carcasses ou de viande congelée. L'interdiction des animaux non sevrés, puisqu'aujourd'hui j'ai fait des missions officielles au sein du Parlement européen qui ont été réduites par rapport au Covid. Donc j'ai fait des missions non officielles où j'ai vu énormément de choses en mission non officielle, parce que c'est là où on voit le plus de choses. Et quand je suivais les camions pendant la période de Pâques, on s'est retrouvé avec des camions qui avaient fait 36 heures de route sans s'arrêter, avec des moutons à bord mélangés, c'est-à-dire des animaux non sevrés et des adultes, qui n'avaient pas de tétines d'abreuvement, puisque les tétines qui étaient sur les camions étaient des tétines destinées aux porcs, et les moutons et les petits ne têtent pas pareil. Tout ça fait que pour moi c'est une aberration de transporter des animaux vivants. Il y a une autre chose aussi pour moi, comme tu en parlais tout à l'heure, c'est le poisson. Je fais partie de la commission d'enquête, je fais partie de la commission pêche, et le grand oublié du bien-être animal, c'est le poisson. Aujourd'hui, on a des sports qui s'appellent le fishing, où on va attraper le poisson, on va lui arracher la bouche et puis on va le rejeter. Et on est content parce qu'on a attrapé le poisson, sauf que un poisson, ça souffre, comme tous les autres animaux. Et donc voilà, après j'ai milité sur le terrain par rapport à Marineland, sur la captivité des cétacés. On a eu des belles annonces de Barbara Pompili qui disait que stop, on arrête les delphinariums, tout va bien.
Je pensais l'année dernière à ma dernière manifestation, que c'était la dernière. Enfin, c'est pas la dernière puisque Marineland est toujours ouvert. On m'a fait du chantage à l'emploi. Le directeur m'a appelé en me disant oui, mais qu'est-ce que je fais avec les salariés? Sauf que les animaux en ce moment souffrent. Il y a eu une enquête récemment sur Marineland qui passe au tribunal. Le jugement y est bientôt. Et donc voilà, c'est pour tous ces combats que je travaille au Parlement, sur le terrain, parce que moi j'aime beaucoup le terrain. Et c'est pour ça qu'on a besoin de députés à l'Assemblée nationale pour défendre ça, pour être sur le terrain, parce que tout ce qui est fait à l'échelle européenne sera fait dans ces cas-là à l'échelle nationale et à l'échelle locale. Donc on a énormément de travail. Merci beaucoup. Nous, en fait, les candidates écologistes et de la nouvelle Union populaire écologique et sociale, je sais pas pourquoi c'est écologique et pas écologiste. Enfin, je veux dire, elle est pas faite en papier recyclé, l'alliance, donc je comprends pas trop pourquoi c'est écologique, mais j'imagine que ça a été le fruit d'un long débat. Nous, on a un socle commun de mesures sur lesquelles on s'est toutes mis d'accord, qui sont au dos de mes petits tracts avec Malo. Le consentement de tous les animaux de ce tract a été respecté. Un Malo a souhaité me soutenir et c'est la même chose pour Quetch de l'autre côté. Quetch, pour l'anecdote, elle sort de laboratoire. La petite lapine blanche qui est là, elle est dans mon salon en ce moment. C'est une lapine qui est née en laboratoire et qui, du coup, a grandi. Je crois que sur elle, on testait des produits antitiques. Donc, je sais pas exactement comment ça marche, les tests sur les animaux. J'imagine qu'ils devaient voir si ça lui faisait des irritations ou j'en sais rien, ou lui mettre des tiques et mettre les produits. Enfin, je sais pas très bien comment se sont déroulés les 6 premiers mois de sa vie. Et aujourd'hui, il y a des associations qui se chargent de sortir après ces animaux de laboratoire, de les mettre dans des familles d'accueil et ensuite de les faire adopter. Et donc Quetch était chez ma sœur et maintenant chez moi en attendant qu'elle ait une famille d'accueil qui s'occupe d'elle. Et elle a dit d'accord pour être sur mon tract parce que elle savait que si moi je devenais députée, on allait chercher des alternatives aux tests sur les animaux. Et donc Malo, lui, pareil, il vient d'un refuge au fin fond de l'Île-de-France et il a été abandonné au bout d'un an. Il a été adopté petit bébé chat tout mignon. Et puis au bout d'un an, finalement, le petit bébé chat tout mignon, fallait le nourrir tous les jours. Et puis il fallait s'en occuper et ça vit 20 ans comme un enfant. Et donc il a été abandonné. Et donc avec ma famille, on l'a recueilli. Donc Malo est d'accord pour que je le soutienne, enfin pour me soutenir. Parce qu'il sait que moi, députée, on va lutter aussi contre l'abandon des animaux. Et donc parmi les mesures que les candidats de la NUP ont, il y a rompre avec la maltraitance animale. Donc ça se décline sur énormément de mesures. Et d'ailleurs, Sarah représente la commission animale. Alors c'est quoi le titre exactement? Commission Conditions Animales d'Europe Écologie Les Verts, qui ont fait énormément de travail sur ces propositions-là. Pendant la campagne de Yannick Jadot, ils avaient fait un genre de document livré avec 220 propositions. Donc rompre la maltraitance animale, déjà, vous en avez pour 20 pages, quoi. On veut interdire les fermes-usines, limiter le temps de transport des animaux vivants, donc c'est ce dont Caroline parlait, avec ces vaches ou par exemple les veaux aussi qui naissent quelque part, sont engraissés ailleurs parce que c'est moins cher, puis après sont encore vendus ailleurs, et en fait eux c'est les sous-produits du lait. Interdire les pratiques cruelles, donc par exemple les poulets, les lapins en batterie, broyer les poussins, couper la queue, etc. Alors ça je suis très contente, interdire tous les élevages de production de fourrure, moi je trouve ça super bien comme cap à viser. Immédiatement pour les élevages de visons, on va déterminer des nouvelles normes pour améliorer les conditions d'élevage, donc accès à l'air libre, pâturage, densité. Enfin aujourd'hui, tout le monde, on connaît l'exemple des poules qui ont l'espace d'une feuille à 4 pour vivre. Ça c'est pas une feuille à 4, c'est une demi-feuille à 4. Mais il faut imaginer que chaque poule, elle a l'espace de 2 fois ça pour vivre. Et ben avec nous députés, si on est majoritaire à l'Assemblée, ça c'est fini par exemple. Et d'ici la fin du quinquennat, on veut organiser la sortie de l'élevage en cage d'ici la fin du quinquennat. On veut aussi, et ça devrait vous plaire, orienter la recherche vers des méthodes substitutives et éthiques qui permettraient de ne plus expérimenter sur les animaux. Et ça, c'est un truc dont on parle peu en conditions animales. Enfin, on connaît déjà les chiens-chats, c'est la partie émergée de l'iceberg de nos relations avec les animaux. Il y a les animaux qu'on mange, enfin moi j'en mange pas personnellement, mais les animaux que d'autres mangent, et il y a aussi ceux sur lesquels on fait des tests, et ça c'est la partie qu'on voit quasiment jamais, ceux qui passent leur vie dans des laboratoires. Et en plus, c'est pas, au-delà du fait qu'on maltraite des animaux, c'est pas forcément la manière la plus efficace de rechercher des médicaments pour les humains, mais peut-être que ça vous pourrez en dire un mot. On veut interdire aussi les pratiques de chasse et loisirs cruels pour les animaux. Et alors là-dedans, je ne vois pas
la question des poissons. Donc je pense que c'est quelque chose sur lequel moi je peux m'engager en signant la charte Paris Animaux Zoopolis et sur lequel j'aurai un travail de lobby à faire en interne, comme avec Sandrine et toi. Il faudra qu'on fasse un travail de lobby en interne sur le parti sur cette question-là, mais on pourra le faire ensemble au niveau national et européen. On veut instaurer un jour sans chasse. Les jours fériés et durant les vacances scolaires. Le jour sans chasse, il a déjà été instauré en 2000 par Dominique Voynet et supprimé par la droite dès qu'elle est revenue au pouvoir. Et donc nous, on va le remettre une fois qu'on sera majoritaire. Alors ça, il n'y avait pas consensus. Et au sein de la nouvelle Union populaire écologique et sociale, il y a des mesures qui ne faisaient pas consensus. Et à la fin, chaque parti a décidé, moi je pousserai ça, moi je pousserai ça. Europe Écologie Les Verts, nous ce qu'on veut pousser, c'est l'octroi d'une personnalité juridique aux animaux et la reconnaissance de leurs droits fondamentaux. Donc ça, il n'y a pas consensus avec les autres partis. Mais nous, les députés écologistes d'Europe Écologie Les Verts, c'est quelque chose qu'on essaiera de pousser à l'Assemblée. Et enfin, quelque chose qui est indispensable si on veut vraiment diminuer notre maltraitance des animaux, c'est réduire la part qu'on consomme d'animaux. Et donc là, il y a l'Association végétarienne de France qui a à la fois un appui sur le lobbying pour ça, mais aussi un appui pour la mise en place en pratique. Je crois que c'est grâce à vous qu'il y a des options véganes à la SNCF, non ? Et voilà, parce que maintenant, quand vous prenez le train, vous pouvez manger vegan, même en prenant le train, ce qui n'existait pas avant. Et donc, il y a réduire la part dans la restauration collective, la part des protéines carnées et proposer des alternatives végétales. Je crois qu'il y a écrit... Non, il n'y a pas écrit au moins 2 fois par semaine, mais de toute façon, moi, quand je serai maire de ici, là, ce sera tous les jours l'alternative végétarienne. Mais ils ne le savent pas encore. Ils ont jusqu'à 2026 pour s'habituer. Voilà, donc il y a tout un tas de mesures qu'on porte et qui sont importantes pour nous. Et donc moi j'avais aussi une autre question, plutôt pour toi, mais sur laquelle vous avez peut-être aussi des choses à dire. Quelles sont les différences entre, en gros, qui a le plus de pouvoir entre le Parlement européen ou l'Assemblée nationale, et même pour vous, sur quels endroits c'est le plus utile de pousser vos forces pour faire avancer vos causes entre Europe et France. Et du coup, je vous laisse, je sais pas qui, je te laisse prendre. Moi, je suis élu ELV du 13e arrondissement. Je vais pas rajouter grand-chose, je vais déjà dire merci à Pauline pour l'invitation. Moi, quand Théo m'a dit « Est-ce que tu peux remplacer... » Oui, pardon. Est-ce que tu peux remplacer Sandrine pour parler de la condition animale ? Alors, j'ai dit oui tout de suite. Et quand il m'a dit « C'est à Boulogne et avec Pauline », j'ai encore dit oui, encore plus oui, parce que c'est une campagne hyper dynamique dont on entend beaucoup parler et que c'est une candidate super, et j'espère vraiment qu'elle sera élue, même si la marche est haute, mais ce serait vraiment un très bon signal pour la condition animale à l'Assemblée nationale d'avoir quelqu'un d'aussi militant et d'aussi engagé que Pauline. Côté Sandrine, c'est pareil, hein. Je pense que c'est... Je suis ravi en tout cas d'être son suppléant, d'être son remplaçant, parce que c'est une candidate qui n'a pas peur d'aller plus loin que les positions du parti sur ces sujets-là. Sur la question de la chasse, elle est allée beaucoup plus loin et ça a abouti au fait qu'il y ait une autre Sandrine Rousseau face à elle, investie par les chasseurs. Bon, on connaît leur méthode. Pratique poutinienne s'il en est. Les partis chasse, pêche, nature et tradition, ils s'appellent plus comme ça, mais... Oui, voilà, mouvement de la ruralité, a investi face à Sandrine Rousseau, une autre Sandrine Rousseau qui n'habite évidemment pas la circonscription et qui ne viendra pas faire campagne, mais qui est juste là pour créer de la confusion auprès des électeurs. Donc ça montre le respect des électeurs et des électrices des chasseurs. Donc personne ne va s'y tromper, j'espère, mais en tout cas ça a introduit de la confusion et ça montre bien que c'est l'ennemi à abattre, en tout cas l'ennemi à embêter beaucoup dans cette campagne, en tout cas les candidats écologistes, les candidats de la NUPES, les candidates aussi. Ce que je voulais rajouter de plus, c'était la commission conditions animales. Quand elle a été créée à ELV, je faisais partie des premiers membres de cette commission. C'est un travail remarquable qui a été fait pendant des années, beaucoup en solitaire dans le parti, mais petit à petit les idées gagnent et j'en suis très content parce que l'écologie politique, au fond, une des valeurs fondamentales qu'elle défend, c'est la question de la non-violence. Et cette question de la non-violence, quand on va au bout de ce concept, philosophiquement, il s'applique à toutes les formes de violence et face à tous les êtres vivants. Et donc cette position vis-à-vis des animaux, elle est importante, elle est indispensable dans notre parti, dans notre mouvement politique. Et je suis très content qu'il y ait des figures aussi fortes pour les porter. Et en tout cas, j'espère que nous aurons une majorité pour changer les choses le 19 juin. Je vais passer la parole et je me joins à la question de Pauline. Quel est l'échelon le plus efficace pour agir ? C'est
une vaste question. Oui, c'est une vaste question et c'est même difficile à y répondre puisque au niveau européen, on réclame un commissaire européen dédié au bien-être animal. Aujourd'hui, on ne l'a pas. C'est comme un ministre dédié au bien-être animal en France. On ne l'a pas non plus. Et c'est quelque chose qu'on réclame. Au sein du Parlement européen, on a un intergroupe animal, mais qui n'est pas une commission. On a eu la commission d'enquête qui a existé grâce au Vert, puisqu'elle a été demandée grâce au Vert depuis des années. Elle a eu lieu. Le problème qu'on a eu en commission d'enquête, c'est que après toutes les constatations qu'on a fait, quand j'ai entendu que tu as dit que le veau était un sous-produit, ça m'a fait bondir en commission d'enquête parce que j'ai entendu un député européen qui, à un moment donné, parlait du veau en disant oui, mais bon, de toute façon, ça c'est un sous-produit. Et moi, j'avais les poils qui se sont hérissés. Je me suis dit, c'est pas possible qu'on puisse parler d'un animal comme ça, puisque on considère aujourd'hui, tant qu'on considérera l'animal comme un simple objet, eh bien, on n'avancera pas. Pour moi, un animal, et c'est pour ça que je dis le grand oublié, c'est le poisson, il est sentient, et je vais arriver à parler du poulpe, parce que pour moi, c'est une grosse aberration aussi, ce qui va se passer au niveau du poulpe, parce qu'on est en train d'y arriver, et puis je vais me battre pour faire en sorte que ce soit limité, voire interdit, parce que ça, c'est une grosse aberration. Donc, il n'y a pas un échelon plus important au niveau européen ou national, il faut qu'on travaille ensemble. Sur le bien-être animal, beaucoup, parce qu'aujourd'hui, c'est mélangé avec l'agriculture. Un exemple, une enquête que j'ai menée lors de la commission d'enquête avec Manuel Bompard sur un abattoir, Blancafort, qui est un abattoir qui a eu beaucoup d'infractions. Il y a des PV qu'on devait m'envoyer au ministère, qu'on m'a toujours pas envoyé. Finalement, on m'a répondu qu'ils n'avaient pas le droit de me les envoyer. Voilà. Donc à Blancafort, on est descendu à Blancafort plusieurs fois non officiellement pour aller voir le directeur avec des médias. Il nous a reçus une fois, pas très bien, puisqu'il a laissé quelqu'un dans son bureau pendant qu'il partait. On a demandé à voir la chaîne d'abattage, il n'a absolument pas voulu alors qu'il y a eu des infractions. On a vu les camions arriver, tu parlais des cages tout à l'heure sur les poules, avec des cages où la législation, puisqu'il y a une législation européenne sur le transport des animaux qui date de 2005, donc le règlement 1.2005, qui dit que l'animal doit pouvoir se tenir dans une position naturelle, c'est-à-dire debout, et avoir un espace suffisant au-dessus de sa tête pour avoir une ventilation et respirer. Quant au ministère de l'Agriculture, je lui dis ça. On me répond, oui, mais vous savez, les mots s'interprètent, c'est pas tout à fait ça. Bon, voilà, ça a été la réponse du ministère de l'Agriculture et je suis super déçue. Et il faut savoir aussi que Blancafort, il y a 3 suicides. Il y en a eu un il y a une dizaine de jours, un suicide au niveau de la chaîne d'abattage. Donc c'est le 3e déjà et je pense que les conditions de travail sont infernales et à un moment donné, voilà, il faut pouvoir faire autrement. Voilà. Je m'amuse entre guillemets à faire le transport et le parcours d'une dinde. Le parcours d'une dinde et c'est juste l'horreur, quoi. De sa naissance jusqu'à son abattage. On dit souvent, ah oui, mais en fait, vous parlez des animaux, mais il y a une priorité, c'est les êtres humains. Mais en fait, il y a un lien entre ce qu'on fait subir aux animaux et ce qu'on fait subir aux êtres humains. Et en fait, dans tout notre système d'exploitation des animaux, c'est aussi des êtres humains qu'on broie dans ce système-là. Et donc, l'exemple dont tu parles, il est très parlant. En fait, dans les abattoirs, les cadences qu'on impose aux êtres humains les détruisent aussi. Et la violence qu'on inflige aux animaux a aussi un impact sur notre société et sur la manière dont on interagit les uns avec les autres. Je ne sais pas qui parmi vous ou toi, enfin je vous tutoie, enfin entre camarades de la lutte animale. Je pense que c'est une question qui est hyper importante et à la fois très complexe. Moi, je répondrais en disant que ça dépend vraiment des sujets. Donc je pense qu'au niveau européen, il peut y avoir des grosses avancées sur la question, donc ce qui a été un peu dit de l'élevage.
Notamment actuellement, la Commission européenne est en train de faire une grande consultation sur plusieurs années pour donc faire évoluer la réglementation liée à l'élevage. Et donc, il pourrait y avoir des grandes avancées, et notamment, on l'espère, une réglementation spécifique aux élevages de poissons qui n'est actuellement pas du tout le cas, puisqu'aujourd'hui, il n'y a pas du tout de réglementation adaptée aux poissons, alors qu'il y a des réglementations spécifiques sur, par exemple, les cochons, les poules, etc. Donc, je pense que ça pourrait venir de l'Union européenne, ces questions-là, et pas du tout au niveau national, en tout cas en France. Par contre, sur d'autres problématiques, j'ai l'impression que c'est plutôt moins de la compétence de l'Union européenne. Donc quand je parle par exemple de tout ce qui est divertissement, loisirs, un peu rattaché à la culture, je pense que là, ça dépend vraiment plutôt des États membres et donc des gouvernements. Et voilà, donc je pense que c'est plutôt surtout une question de compétences. Mais clairement, sur les questions de l'élevage, je pense que c'est l'Union européenne qui tire la France vers le haut. Enfin, en tout cas, quand on voit la succession de gouvernements jusqu'à présent, on n'a eu aucune avancée en fait sur cette question-là. Et d'ailleurs, l'initiative de CIWF sur la question des cages, on l'a vu, qui a réussi à obtenir un nombre de signatures importantes et qui a permis d'avoir, enfin en tout cas ça a été annoncé par la Commission européenne, une avancée prochainement. Voilà, c'est quelque chose qui assure de près. Et alors que c'était une promesse d'Emmanuel Macron, on n'a pas eu d'interdiction des élevages en cage en France. La seule interdiction qu'il y a, c'est des nouveaux élevages, mais qui n'a pas... Enfin, voilà, c'est un peu facile. C'est surtout parce que ce qu'on souhaitait, quoi. Donc voilà, je pense que ça dépend vraiment des sujets. Oui, du coup, pour rebondir sur ce que tu dis, effectivement, nous, chez la VF, comme vous l'avez expliqué en introduction, on est vraiment là pour promouvoir la végétalisation. Et pour moi, l'Union européenne a un rôle très important, notamment pour la PAC. La politique agricole commune, qui, je pense, doit vraiment se verdir et pas juste l'écrire, vraiment le mettre en place. Et par exemple, accompagner la reconversion des agriculteurs, qu'on laisse personne sur le côté parce qu'on n'est pas du tout dans cette optique-là, mais les accompagner, peut-être par des subventions, quitter un peu cette logique d'expansion et de ferme-usine, justement, et qu'on remette au centre l'agriculteur et non pas l'encourager à produire toujours plus pour avoir plus, puisque c'était bien dans les années 60, mais maintenant on est en 2022 et je pense que les choses changent. Donc voilà, vraiment je pense essayer de verdir vraiment notre PAC. Et donc je pense que de ce point de vue-là, l'Union européenne est très importante. Il y a d'autres sujets qu'on pourrait aborder, comme l'idée d'avoir une taxation sur la viande. Je sais que c'est en cours. Il y a un amendement qui avait été adopté, je crois, par les parlementaires européens dans le cadre de la revue de la stratégie Farm to Fork. Donc à voir ce que ça peut donner après en trilogue, mais je pense qu'il y a pas mal de sujets, notamment chez nous, comme tu l'as dit, qui peuvent se jouer au niveau de l'Union européenne. Juste par rapport à la PAC, les Verts ont voté contre la nouvelle PAC parce que justement, on continuait à subventionner à l'hectare. Un fermier, on va dire, qui a un énorme terrain, il aura beaucoup plus de subventions qu'un tout petit éleveur qui a un tout petit terrain, mais qui justement pense un peu mieux à ses animaux, etc. Donc nous, en tant que Verts, on a voté contre cette nouvelle PAC. Déjà, je rejoins tout à fait ce qu'ont dit Amandine et Pauline sur la question du niveau de l'échelon européen, qui est très important sur tout ce qui est élevage, alimentation végétale. Ça, c'est clair que l'Europe peut beaucoup agir là-dessus, évidemment sur la pêche aussi. L'échelon national, nous, c'est celui qu'on privilégie à Cap, parce que on a décidé de se concentrer là-dessus au niveau des parlementaires et du gouvernement. Et c'est ce qu'on fait depuis 5 ans, et on a eu des résultats, notamment l'an dernier avec la promulgation de la loi contre la maltraitance animale, qui a quand même permis pas mal d'avancer. C'est la première grande loi de maltraitance animale en France sous la 5e République, et donc on a réussi à avoir des avancées concrètes en termes de... On a rehaussé les peines sur la maltraitance envers les animaux de compagnie. On a interdit, avec des délais, on parlait de Maryland tout à l'heure, c'est 5 ans pour les cétacés, mais on a interdit les spectacles d'animaux sauvages dans les delphinariums, dans les cirques, et aussi également la production de fourrure. Voilà, il y a c'est une grande loi qui est passée grâce à l'action des parlementaires à l'Assemblée puis au Sénat, et donc voilà, donc ça montre quand même que en faisant convergence les associations et en sensibilisant les parlementaires, on arrive à avoir une action quand même. Et donc voilà, ça doit venir à la fois de la société civile, à la fois d'élus engagés, et ensemble on peut arriver à faire beaucoup de choses. Donc je pense que l'échelon national est aussi très pertinent, et il est complémentaire de l'échelon européen. Est-ce que chez Antidote, vous avez un élément aussi? Merci. Il y a 2 démarches très importantes. La première, au niveau du Parlement, soit le Parlement européen, soit le Parlement national. Et ça, c'est un débat. Lancer un débat sur l'expérimentation animale, parce que c'est un sujet tellement méconnu. Et les Pays-Bas sont, à mon avis,
ils sont bien partis. Ils ont déjà des débats. Ils ont eu déjà plusieurs débats au niveau de leur Parlement. Il existe également au Royaume-Uni, qui est en dehors de l'Union européenne, mais également dans le Parlement européen, britannique, il y a des débats. Donc ça, c'est la première chose, pour un tout petit peu une prise de conscience, qu'est-ce que c'est l'expérimentation animale. L'autre aspect, c'est le travail des associations. C'est en fait d'informer les actionnaires de l'industrie pharmaceutique et de l'industrie chimique de ce qui se passe dans les labos. Alors vous avez actuellement dans le métro parisien une campagne d'affichage de l'association ProAnima qui finit, je crois, aujourd'hui ou demain. Et donc, une partie de cette campagne, c'est de contacter les dirigeants de Sanofi et Servier pour justement établir un dialogue avec eux, mais également pour mobiliser et informer les actionnaires. Parce que si les actionnaires savent que pour tester un médicament destiné à l'homme, on va gaver un chien beagle 3 fois par jour avec une sonde gastrique sans anesthésie, sans rien du tout, pendant 90 jours, je pense qu'ils seront choqués d'un côté, et de l'autre côté, si on les informe que les méthodes substitutives existent, mais que l'industrie pharmaceutique n'a pas envie de valider ces méthodes substitutives, je pense que ça va créer suffisamment de colère pour qu'ils menacent de baisser les actions. Et c'est le seul langage que l'industrie pharmaceutique et chimique comprenne. Merci. Sur ce sujet, c'est vrai que le discours politique, le discours ambiant, c'était plutôt de considérer que les lanceurs d'alerte, ceux qui montraient la réalité dans les élevages, dans la recherche, étaient pointés du doigt et pas forcément ceux qui commettaient ces actes qu'on considère répréhensibles. Et l'opinion publique est très sensible à ces images et à cette réalité des faits. Et je pense que c'est important qu'on ait un discours qui renverse la responsabilité, qu'on encourage au contraire plus de transparence sur la réalité de l'élevage, sur la réalité du transport d'animaux, sur la réalité de la recherche, pour pouvoir sensibiliser et changer les comportements. Parce qu'il y a une volonté, je pense, générale, et je pense que le travail que vous avez réussi à faire avec les parlementaires, pas forcément les plus courageux de la Ve République, montre qu'il y a aussi une volonté de leur part et une sensibilité à cette question qui est présente et qu'il faut actionner le plus possible. Il y a quelque chose qui est très vrai sur la question de la condition animale. Désolée, j'ai un peu le nez bouché. C'est le combo pollution plus allergie. Ça marche pas très bien à cette période de l'année. Sur la question de la condition animale, c'est quelque chose sur lequel les oppositions ne sont pas celles de la population. Et en fait, si on en parle, il y a déjà une première étape, c'est en parler, faire la publicité de ces questions. Et c'est aussi l'enjeu d'avoir des députés, c'est qu'en fait, quand on a des députés, on a des voix. Moi, là, je suis élue à différentes échelles, mais je suis élue à la ville de Boulogne au conseil municipal. On est 2 élus écolos sur 55 élus. C'est-à-dire qu'on n'a pas de pouvoir, mais on a une voix, et donc on peut faire parler de certains sujets. C'est pareil à l'Assemblée nationale, si jamais on n'arrive pas, par miracle, ce serait étonnant, mais si on n'arrive pas à avoir Mélenchon Premier ministre, et qu'on est dans l'opposition, vous aurez quand même des députés qui portent ces sujets-là. Et avoir des députés qui en parlent, ça met le débat sur le centre de la table, et si on commence à discuter publiquement du fait qu'on fait des expérimentations sur des chiens ou des choses comme ça, en fait, dès que ces sujets-là sont dans le débat, ça suscite l'indignation de la population et ça force à en parler. Sur tous ces sujets-là, en réalité, disons que le combat dans le domaine des idées, il est déjà de notre côté. Alors, sauf sur le fait d'être vegan, mais plus on distribue des cookies vegan, plus ça avance. Mais en tout cas, sur tout un tas de sujets, l'opinion publique est déjà de notre côté, et le fait de pouvoir en parler et de dire, mais en fait, c'est ça qui se passe aujourd'hui. Je crois que je déteste citer les citations toutes nulles que tout le monde connaît déjà et en plus que je connais pas bien. C'est Paul McCartney qui a dit si les abattoirs avaient des fenêtres, tout le monde serait végétarien. Voilà, c'est vrai. En fait, il faut le montrer, et si on le montre, les gens déjà ont l'indignation qui permettra de faire bouger les choses. Et ça sert à ça aussi des députés, même minoritaires et même minoritaires sur leurs idées. Ça sert à ouvrir ces fenêtres sur les laboratoires, etc. Et aussi lancer la discussion sur est-ce que vraiment ça se justifie de pêcher des poissons pour les relâcher et qui meurent après dans l'eau, si la seule justification c'est notre plaisir. En fait, déjà poser la question, ça permet de faire avancer les choses, parce que quand on ne questionne jamais la réalité autour de nous, on la change jamais, et c'est à ça que servent aussi des élus qui dérangent un peu, qui font de la politique un peu différemment et qui secouent un peu les autres vieux qui font de la politique de la même manière depuis 50 ans. Alors, ok, vieux, je précise, c'est pas une question d'âge, c'est la question, il faut clarifier sur ce que sont les boomers, et voilà, parce qu'il y avait eu un petit problème au moment des élections régionales
Dans la campagne de Julien, on a pointé du doigt les boomers et on a cru qu'on pointait une génération. En réalité, les boomers, ce sont les personnes qui ne reconnaissent pas la réalité du dérèglement climatique, qui ne reconnaissent pas l'urgence de s'engager pour les droits des femmes ou ces choses-là. Et en fait, on peut avoir mon âge et porter des idées de boomer, comme c'est le cas chez certains jeunes candidats de droite. Et on peut avoir 75 ans comme Rémi qui est élu avec moi et porter des combats féministes, écologistes et antispécistes et ne pas du tout être un boomer. Voilà, donc quand je cite les boomers, c'est pas une question d'âge ou de génération. Et donc voilà à quoi une députée comme moi, parce qu'ici c'est moi, votre option, hein, une députée comme moi peut servir. C'est aussi poser le débat sur ces sujets-là et que ça arrête d'être vu comme des combats à la marge ou un petit truc en plus, mais que ce soit posé comme des réelles questions politiques qui ont un sens. Et donc j'en profite pour peut-être que Sarah, tu veux dire un mot sur la commission conditions animales du parti qui fait un travail énorme pour porter ces sujets-là. Oui, vous en avez déjà beaucoup parlé, donc je vais répéter ce qui a déjà été dit, mais la commission conditions animales, donc elle est née en 2015. Et effectivement, au départ, c'était un petit groupe minoritaire qui essayait de pousser ces questions-là au sein d'Europe Écologie Les Verts, et il y avait vraiment beaucoup de travail. Et donc en 7 ans maintenant, il y a un énorme travail qui a été fait. On est une commission extrêmement dynamique et peut-être même, je dirais, la plus dynamique en fait, d'après Julien Bayou du parti. Donc voilà. Non, et puis on voit qu'il y a une vraie évolution chez les élus, chez les militants, militantes sur ces questions-là. Et du coup, moi j'y suis depuis les élections municipales et on mène un travail à chaque élection pour faire des propositions ambitieuses en lien avec le monde associatif, en lien avec la société civile, et ensuite de ces propositions à soumettre en interne. Et voilà, et ça engendre justement des débats en interne, et parfois nos propositions sont vues comme trop ambitieuses. Mais c'est le but aussi, c'est notre rôle au sein du parti que de pousser cette question et de faire avancer les choses petit à petit. Et vraiment, on y arrive. Et là, donc, comme disait Pauline, pour ces élections présidentielles, mais aussi législatives, on a édité un livret de 220 propositions. Donc, c'est vraiment un travail énorme qui a été... Ah, c'est toi qui disais ça, Caroline. Moi, voilà. C'est un vrai travail qui nous a pris des mois et des mois, mais qu'on a fait avec beaucoup d'engagement, de passion, et on en est très fiers. On a vraiment des propositions ambitieuses sur tous les sujets, expérimentation, alimentation, agriculture, mais captivité, chasse, etc. Nous, nos 2 propositions phares, peut-être en dehors de... Bon, là, évidemment, la sortie de l'élevage industriel, c'est fondamental. On a aussi ce que tu disais qui n'est pas porté par la NUPES en général, mais qui va être porté par Europe Écologie Les Verts au sein du Parlement, l'octroi des droits fondamentaux et de la personnalité juridique aux animaux. Et c'est vraiment fondamental pour pouvoir changer les choses concrètement dans le droit. Et on porte aussi au sein de la commission la création d'un ministère de la condition animale. Parce que c'est vraiment ça, pareil, qui va pouvoir faire changer les choses avec les financements qui vont avec les administrations, etc. C'est extrêmement important. Donc c'est 2 choses qui nous permettent en fait de mettre en place toutes les autres mesures qui en découlent, et on travaille déjà et on continuera à travailler avec les associations et les citoyens et citoyennes pour porter les actualités, les évolutions de la société civile, parce que la société civile change plus vite que les institutions, et nous on est là pour vraiment pousser les choses au maximum. Nous on joue un rôle d'intermédiaire, on va dire, entre les institutions, le parti en interne, et puis les associations, et on est tous très motivés et on fait de notre mieux pour que ça change. Et d'ailleurs, si vous voulez voir un peu l'étendue de ce que ça représente la cause animale, je vous invite à aller lire les 220 propositions, parce que c'est 40 ou 50 pages, et quand rien qu'on voit le sommaire, je me dis ouais, mais en fait, il y a à la fois les questions chat, chien, abandon et maltraitance, les questions des animaux marins, c'est vraiment, ça couvre l'ensemble des sujets qui font le lien entre qu'est-ce que c'est de s'intéresser à la condition animale et en quoi c'est une question politique. Donc il est vraiment hyper bien fait, et c'est dommage que ça reste juste le livret des propositions qui avait été faites pour la campagne de Yannick Jadot. Ça vaut le coup d'investir ce travail, de les porter à l'Assemblée nationale quand on sera majoritaire.
Alors voilà, je voulais vous parler de la campagne Engagement Animaux 2022. On l'a initiée avec CAP et on la mène avec 30 associations de protection animale. On l'a initiée pour la présidentielle à la base, donc on a fait s'engager 8 candidats à la présidentielle sur cette charte qu'on a renouvelée pour les législatives. Et donc c'est une charte qui est composée de 22 mesures qu'on a jugées prioritaires entre les 30 ONG du projet. Et là-dessus, on a fait en sorte qu'on intègre le maximum de sujets. Donc ça traite de toutes les questions de la condition animale. Et on l'a transmise à tous les partis qui sont, enfin la plupart des gros partis, en tout cas tous les gros partis qui ont des candidats à la législative. Et on l'a mise disponible sur notre site pour que les candidats puissent la signer. Donc là, on a déjà 250 candidats engagés sur la charte. Et on espère encore en avoir 250 de plus. Donc en fait, le but c'est ensuite que les candidats qui soient engagés, une fois qu'ils sont élus, on puisse aller les voir et leur dire vous êtes engagés maintenant, faites. Et donc c'est vraiment un gros projet. Les associations se sont beaucoup mobilisées pour ça. Donc merci. On a vu que le parti EELV s'est engagé déjà en tant que parti. Le parti La France Insoumise aussi s'est engagé. Donc ça, c'est parmi les partis qui font partie de la NUPS. Mais il y a aussi d'autres partis comme le Parti Animaliste ou Debout la France qui se sont aussi engagés sur la charte. Avec après des différentes réponses. Il y a 22 cases à cocher, donc tous ne cochent pas tous pareil. Mais du coup, vous pouvez aller comparer ça ensuite sur le site engagementanimaux2022.fr. Vous regardez dans votre circonscription qui sont les candidats engagés et vous pouvez voir, comparer entre eux. Si la question animale vous semble une question très importante pour votre choix électoral, vous regardez et vous faites votre choix. Et donc, là, sans surprise, les élus EELV signent tout en général. Donc voilà. Et sinon, les élus France Insoumise aussi signent à peu près tout. Donc voilà. Voilà ce que je peux dire sur cette campagne. Donc pour dire que nous aussi on a une charte qui sont sur 3 axes très spécifiques, qu'on a essayé aussi de faire des propositions par rapport aux compétences et aux outils des députés. Donc par exemple, on parle de création d'une commission d'enquête parlementaire qui est vraiment spécifique aux députés. Donc juste pour vous expliquer que jusqu'à présent, il n'y a jamais eu de commission d'enquête parlementaire sur la condition animale, à l'exception de celle qui avait été mise en place par Olivier Faure-Lorny sur les abattoirs. Et que je pense que c'est un outil qui est vraiment important, que les députés doivent saisir sur la condition animale. Donc nous, ce qu'on propose, c'est la mise en place d'une commission parlementaire sur la pratique de l'empoisonnement, qui est un véritable scandale. Ça consiste à élever des poissons et à les balancer dans les cours d'eau, dans les lacs, juste pour les pêcher. Donc c'est la même chose en fait que l'élevage destiné à la chasse, sauf que c'est des poissons. Donc il y a des millions de poissons qui sont élevés chaque année, donc dans des conditions très problématiques sur la souffrance animale et qui sont ensuite mis dans des lacs, dans des rivières pour la pêche, typiquement avant l'ouverture de la pêche à la truite par exemple. Et donc on parle de millions de poissons qui sont concernés. Cette pratique-là, elle a des conséquences sur la souffrance animale, mais aussi sur la question de la biodiversité, de l'écologie, etc., etc. Et donc on souhaiterait qu'il y ait une véritable commission d'enquête là-dessus pour savoir aussi l'argent, puisqu'il y a beaucoup d'argent public qui sert à subventionner cette pratique-là, notamment au niveau régional. Et donc voilà, donc c'est un outil. Il y a aussi la question qui a moins de pouvoir, mais qui est quand même important, c'est les rapports d'information qui peuvent être écrits par des parlementaires. On souhaiterait qu'il y ait un rapport qui centralise toutes les méthodes non létales sur les animaux liminaires. Donc tous les animaux qui vivent dans l'espace urbain, donc les pigeons, les lapins, les rats, les corneilles, etc., sont souvent tués par des méthodes cruelles. Et souvent, en fait, on ne se pose pas la question de comment on pourrait faire autrement. Et en fait, on est dans un système où finalement on tue les animaux dès lors qu'ils nous dérangent, parce qu'ils font caca, parce qu'on considère qu'il y en a trop, etc. Et on ne réfléchit pas, alors que c'est des animaux qui souffrent, qui sont doués de sensibilité, et que finalement, si on se posait la question, on trouverait des solutions. Je veux dire, aujourd'hui, on est capable d'envoyer des gens sur la Lune. Je pense qu'on est capable de cohabiter avec les rats sans les massacrer, en régulant par exemple leur reproduction. Donc ces questions-là, on doit se les poser. La Commission européenne, par exemple, avait fait un rapport en centralisant les méthodes non létales sur les espèces dites exotiques envahissantes. Donc ce que je veux dire, c'est que voilà, si on se pose la question, on va y arriver. Donc donc l'objectif, c'est vraiment que les parlementaires saisissent tous les outils qu'ils ont en leur possession pour faire avancer la condition animale. Je rappelle que sous le dernier quinquennat, il n'y a eu que 2 propositions de loi qui ont été mises à l'ordre du jour dans la niche parlementaire. Enfin, il n'y a eu que celle en fait, Cédric Villani, et une par le gouvernement. Mais ce que je veux dire, c'est que finalement, il y a plein de groupes parlementaires qui n'ont pas souhaité utiliser leur niche parlementaire pour mettre une proposition de loi à l'ordre du jour. Donc c'est bien beau de déposer une proposition de loi, mais si elle n'est pas mise à l'ordre du jour, voilà, on ne va pas assez loin.
Donc voilà, donc il y a évidemment utiliser les outils pour faire avancer la condition animale, mais il y a aussi en faire aussi une priorité, parce que si on n'en fait pas une priorité, ça n'avance pas. Et on sait qu'à l'Assemblée, mais comme au Parlement européen, les lobbies font la loi. La chasse, les parcs zoologiques, qui sont beaucoup intervenus sur la proposition de loi contre la maltraitance animale, où ils ont essayé de tout faire pour que la captivité animale ne soit pas touchée. Donc la chasse, la pêche, l'élevage, etc. Donc on veut aussi des parlementaires qui font face aux lobbies et qui ne se laissent pas influencer et dicter leurs textes. Ça me semble être fondamental. Voilà, encore une fois, sur la proposition de loi contre la maltraitance animale, on a vu qu'il y a toute une série de députés, notamment UDI, qui ont recraché les discours des parcs zoologiques, alors que ce n'était même pas la question. Je le rappelle, il y avait les delphinariums qui sont rattachés aux zoos, mais voilà, c'est indirect. Donc il y a aussi faire face aux lobbies qui me paraît être fondamental et défendre ce que finalement les citoyens veulent. Et quand on voit les études d'opinion, on voit qu'on a une majorité à vouloir des avancées fortes sur la condition animale. Donc, alors nous aussi on a une charte, mais qui est sous forme électronique. Là, je te ferai signer sur le téléphone et que vous pouvez retrouver sur le site zoopolis.fr. Voilà, merci. Donc l'AVF ne nous demande pas d'engagement, mais je compte sur vous pour faire pression, parce qu'il y a un vrai sujet aussi sur une fois qu'on a signé et qu'on est élu, que vous veniez faire pression sur nous, parce qu'en réalité, même avec toute la bonne volonté du monde, et même en arrivant, on va tout défoncer, on va tenir tête face aux lobbies, etc. Mais en fait, une fois qu'on est dedans, les lobbyistes, c'est pas juste des personnes que on croise de loin et qu'on voit qui sont super méchants et tout. En fait, les lobbyistes, c'est des gens en costard cravate super sympas, qui sentent bon, qui ont les dents propres et qui ont l'air gentils, et qui vous inondent de discours hyper scientifiques et qui essayent de vous expliquer avec bienveillance que ce que vous portez, en fait, ça va être contre-productif, que finalement vous allez détruire des emplois, et qu'ils reconnaissent que vous êtes de bonne volonté, mais que c'est pas exactement comme ça qu'il faut vous faire. Et ils vont vous expliquer avec un discours habillé de bienveillance pour les animaux que faudrait plutôt faire autrement. Et dans ces moments-là, où en fait on va être aussi nouveaux députés perdus dans la technicité des sujets qu'on va devoir porter, c'est dans ces moments-là qu'on aura besoin des associations comme vous, qui ont l'habitude, qui connaissent par cœur le discours des lobbies, qui vont pouvoir venir nous voir et dire, parce qu'en fait moi je changerai pas de numéro de téléphone, donc vous pourrez encore m'appeler, on aura besoin de gens comme vous qui viendraient me dire, mais en fait là Pauline, non, ça c'est le discours qu'ils utilisent pour ça, on a besoin de vous, même encore plus après, une fois qu'on est élu, pour venir nous ressortir une fois qu'on est à tête dans le guidon, parce que je pense qu'il y a beaucoup de députés, alors évidemment les marcheurs c'est des Playmobil qui appliquent à la lettre ce qu'on leur dit, mais il y a aussi des gens qui n'ont pas la force politique de résister ou la culture sur ces sujets-là pour comprendre qu'on est en train de les faire se faire avoir. Est-ce que chez Antidote vous avez des engagements que vous voulez qu'on signe, ou simplement qu'on s'engage à vous utiliser comme vous êtes gratuit et vous pouvez prodiguer des conseils lors de notre mandat? Il y a actuellement une initiative citoyenne européenne qui a été lancée par PETA concernant les tests sur les animaux pour les produits cosmétiques. Nous sommes environ à 600 000. Alors il faut encore arriver à 1 million d'ici fin août. Donc ça sera difficile. Cette initiative montre que les associations se sont fait avoir par les lobbyistes, parce qu'on nous a promis qu'il n'y aura plus de tests sur les animaux pour les produits cosmétiques, alors que l'industrie du cosmétique a uniquement développé et validé des méthodes pour remplacer la toxicité cutanée, tout ce qui concerne la peau. Et pour le reste, ils ont dit, nous on va exploiter le fait que la plupart des substances chimiques dans les cosmétiques sont issues de l'industrie chimique. Et donc, ils utilisent une autre réglementation qui s'appelle REACH pour contourner. Et donc, dans REACH, on est autorisé d'utiliser des animaux pour tester des produits. Et donc, ce chevauchement des 90% des substances qui sont à la fois utilisées dans l'industrie cosmétique et chimique, eh bien, c'est comme ça voilà, par exemple. Donc, oui, il y a cette belle pétition qu'on devrait signer. Je pense qu'on arrive à la fin, parce que je me suis engagée à tout faire et à tout signer comme vous voulez. Maintenant, il n'y a plus qu'à ce que vous me portiez à l'Assemblée nationale. Est-ce que tu as envie d'ajouter 2-3 trucs? Eh bien, vas-y, je te laisse la conclusion. Et ensuite, si vous avez des questions, il reste des cookies et il y a du thé. Et donc, on peut continuer de discuter de manière plus informelle entre nous. Si l'idée de poser vos questions à travers au micro est un obstacle pour vous, on a l'air plus sympa une fois le micro posé et une fois qu'on est tous en train de discuter autour des cookies. Donc, n'hésitez pas.
Non, c'est pas vraiment une conclusion, c'est simplement pour en revenir un petit peu sur la pêche, puisque pourquoi on a besoin aujourd'hui d'avoir des députés de la NUPS. Quand je fais l'analyse des votes en commission pêche sur la préservation des ressources halieutiques, sur la surpêche, en fait, le constat, il est vite fait, puisque la commission pêche, c'est une commission qui est très conservatrice, où on a beaucoup de députés de droite qui votent pour des accords de pêche. Par exemple, je vous donne un exemple sur l'aquaculture. On parle de développer l'aquaculture pour notre sécurité alimentaire. Mais cette aquaculture, un poisson qui est élevé en aquaculture, c'est un carnivore. Donc, il se nourrit d'autres poissons, notamment de pélagiques, puisque les pélagiques sont transformés en farine de poisson. Ces pélagiques, on les pêche dans les pays d'Afrique de l'Ouest au détriment de leur sécurité alimentaire. Donc tout ça a un lien, et c'est pour ça que je fais partie de la commission développement, justement parce que ça a un lien avec les pays en développement. Et quand on voit que on veut encore développer cette aquaculture intensive, un petit peu comme l'élevage intensif, ça nous amène à de la surpêche sur les pélagiques. Donc pour tout ça, il nous faut des députés de la NUPS. Et je voudrais juste dire 2 mots sur l'élevage de poulpes, parce que c'est une nouvelle lubie qui arrive. Pour moi, ça n'est qu'une lubie, parce que, alors moi, j'ai un parcours un peu particulier. Puisque je suis un ancien marin embarqué. J'ai un amour pour la mer et des fonds marins qui est très particulier. J'ai besoin d'aller nager quand je suis à Nice. Je nage été comme hiver. Je nage, je regarde les fonds marins. J'ai réussi à faire passer un amendement pour l'interdiction de l'ancrage des gros yachts dans les baies, où on arrache les posidonies, qui sont des nurseries de poissons. Donc c'est un amendement qui est passé sur un rapport d'initiative de plus de poissons dans les mers. Et je disais que je plongeais, et je me suis rendu compte que le poulpe, il était sentient. Parce qu'un jour, lors d'une plongée, j'ai croisé ce poulpe et il a changé de couleur et il est devenu blanc. En fait, il a tout simplement eu peur et m'a montré qu'il avait eu peur. Alors pourquoi aujourd'hui on va développer une aquaculture avec ces poulpes qui en plus nagent à propulsion, qui ont besoin d'espace et qui peuvent s'attraper à la main quand on joue avec eux, parce que c'est un animal qui est très curieux, qui est très joueur. Donc pour moi, c'est une aberration d'aller développer ces fermes de pieuvres. Et quand on a essayé d'interroger cette société qui est en Espagne, qui a des gros rideaux, et ils ont mis des gros rideaux et pour pas qu'on voit ce qu'ils sont en train de faire, on les interroge, ils répondent pas. Je pense que je vais me déplacer en Espagne pour aller voir ce qui se passe derrière le rideau, gentiment, et faire en sorte que ce soit interdit. Voilà. Et voilà, on est des gens de terrain, et c'est pour ça que je dis qu'on a besoin de députés. Merci beaucoup d'être venus. Et pour tous ceux qui ne sont pas encore dans la boucle WhatsApp de la campagne, là, il reste 15 jours pour tout faire pour que je sois au second tour. Et si vous avez, même si vous n'avez pas beaucoup de temps, si vous avez 1 heure de votre temps, ça peut être venir tracter un matin, on tracte tous les matins. Venir tracter un matin, ça vous permet de toucher peut-être 200 personnes, vu qu'on distribue beaucoup de tracts. Venir en porte-à-porte le soir, vous touchez 100 personnes par porte-à-porte. Et si on est au second tour, ça va jouer à quelques dizaines de voix. Et voir si on gagne, ça va jouer à 2 voix. Et en fait, ces voix-là, ça peut être vous qui allez les chercher. On est dans un territoire qui n'est pas du tout acquis à l'écologie, mais chez qui les gens, en fait, sont intéressés. Il y a beaucoup de gens qui, dans le 92 et à Boulogne, partagent nos combats, partagent nos idées, mais se sont résolus à l'idée que, de toute façon, à Boulogne, au second tour, ce serait la droite ou la droite. Et qui se donnent pour ça même pas la peine d'aller essayer de mettre un bulletin en accord avec ceux pourquoi ils croient. Ces gens-là, la seule chose qu'il faut pour les faire changer d'avis, c'est d'aller les voir et de leur dire, en fait, à Boulogne, vous avez une candidate qui vous ressemble et qui porte vos combats. Ça vaut le coup d'aller voter pour elle, parce que pour une fois, il y a une chance. Et ben, ce qu'on doit faire là dans les 15 jours qui restent, c'est d'aller voir le maximum de personnes et de leur dire vous avez une candidate, c'est Pauline, vous pouvez venir la rencontrer tous les jeudis au bar. Et d'ailleurs, jeudi 9, il y a Noël ma mère qui vient aussi pour rencontrer les Boulonnais et dire qu'il faut que voter pour moi. Et si vous avez aucun tractage à faire, vous voulez faire le dernier, vendredi 10, il y a Éric Piolle qui se déplace à Boulogne pour faire le dernier tractage de la campagne à Boulogne. Donc voilà, c'est tous les trucs cool un peu sexy que j'avais à vous vendre. Et sinon, il y a un truc moins sexy, c'est se lever à 7h du mat pour aller tracter. C'est moins sexy, mais c'est tout aussi efficace. Et pour ça, on a besoin de vous. Et ce sera hyper cool quand je serai députée. Vous serez super fiers d'avoir distribué ne serait-ce qu'un tract avec la tête de mon chat dessus. Voilà. Merci beaucoup.